Quel est le principe de l'intégrale de Lebesgue? On a vu que l'intégrale de Riemann concerne une fonction f bornée sur un intervalle fermé borné AB de R. Si ça c'est la fonction f, sa courbe, pour donner une approximation de cette surface, on prend une subdivision de l'intervalle AB. Donc on fait un découpage de cette partie suivant l'axe des x. Dans l'intégrale de Lebesgue, l'objectif c'est de calculer cette surface, mais dans ce cas, on va faire un découpage suivant l'axe des y, où on va considérer petit m ici l'inf de f, grand M de sup, et on va faire un découpage de cet intervalle. En partant de m est égal à y0, inférieur à y1 jusqu'à grand M qui est égal à yn. Donc voici ma fonction f. Ici, si sa courbe, c'est f. On va considérer petit m est égal à l'inf de f sur AB. Grand M, c'est son sup sur le même intervalle. Et on va prendre une suite ordonnée en partant de y0 est égal à m, strictement inférieur à y1. Y inférieur à y inférieur à y plus 1 jusqu'à yn est égal à grand M. Puis, on va noter AI est égal à f moins 1 de l'intervalle yi plus 1. C'est-à-dire ici, si l'ensemble des x appartenant à l'intervalle AB, tel que f de x entre yi et yi plus 1. Attention ici, f moins 1 ne veut pas dire que f est bijective. On désigne par f moins 1 dans l'ensemble l'image réciproque par f de cet ensemble. On va appeler la somme de Lebesgue, qu'on note L qui dépend de f et de cette subdivision, c'est la somme de yi fois mesure de AI. C'est quoi mesure de AI? Prenons par exemple A0. A0, c'est égal à f moins 1 de cet intervalle. Donc, c'est l'ensemble des x où f de x appartient à cet intervalle. Et donc ici, c'est l'intervalle A0 à 1. A0 qui est égal à A0 à 1. Donc, mesure de A0 est égal à 1 moins A0. Si on cherche A1 maintenant. A1, c'est égal l'image réciproque de y1, y2. Donc, quels sont les x dont l'image appartient à cet intervalle? Et donc ici, dans cet exemple, A1, c'est l'intervalle A1, petit t A1, A2, A3, A4. Et donc, la mesure de A1, c'est la somme de mesures de ces deux intervalles. Et donc, est égal ici A2 moins A1. Donc ici, mesure de A1 est égale à A2 moins A1 plus la mesure de deuxième intervalle plus A4 moins A3. F est dite Lebesgue intégrable si la somme de Lebesgue admet une limite finie lorsque n tend vers plus l'infini. Et cette limite, on annote l'intégrale sur AB de f, mais ici, c'est l'intégrale au sens de Lebesgue. Bien sûr, il faut que cette limite soit indépendante de la subdivision Sn. Prenons un autre exemple et on va reprendre l'exemple de f défini sur l'intervalle 0, 1, tel que f de x est égal à 1 si x est un rationnel, moins 1 si x est un rationnel de 0, 1. Ici, l'image de l'intervalle 0, 1 par f est la paire moins 1, 1. Donc f ici ne peut pas être contenu puisque l'image d'un intervalle, ce n'est pas un intervalle. La borne inf petit m de f est égale à moins 1. La borne sup de f est égale à 1. Ici, on prend une subdivision. Voici presque la courbe de f. Donc, si on part de y0 est égal à moins 1, ici c'est y1, ici c'est yn moins 1, jusqu'à yn est égal à 1. Si on note a est égal à f moins 1 de yi plus 1, en particulier a0 est égal à f moins 1 de y0, y1. Donc, l'ensemble des x dans l'image est égal à moins 1. D'après f, c'est les irrationnels de 0, 1. Donc, ça, c'est égal à 0, 1 moins q. Maintenant, si on a un intervalle y plus 1 avec i intermédiaire, c'est-à-dire strictement supérieur à 0, strictement inférieur à n moins 1, ai, c'est clairement si l'ensemble est vide. Et si i est égal à n moins 1, f moins 1 de yn moins 1 yn, qui contient 1, est égal à 0, 1 inter q. Et donc, si on calcule la somme de Lebesgue, L de f Sn dans ce cas est égal à la somme de
YI mesure de AI. Et dans ce cas, comme les mesures de AI sont le vide sauf pour I est égal à 0 et N moins 1, on va avoir seulement donc Y0 fois mesure de 0,1 moins Q plus YN fois la mesure de 0,1 inter Q. Ou encore, comme le Y0 est égal à moins 1, donc on va avoir ça c'est égal à moins mesure de 0,1 moins Q plus mesure de 0,1 inter Q. La question qui se pose maintenant, c'est quoi mesure de ces deux ensembles? Donc c'est quoi mesure par exemple de 0,1 inter Q? Donc avant de généraliser la notion de l'intégrale de Lebesgue, il faut définir la notion de mesure dans le cas général. Dans la première partie d'intégrale de Lebesgue, on va définir la notion de mesure d'un ensemble mesurable, puis on va voir les fonctions à intégrer qui sont les fonctions mesurables. On va définir par la suite l'intégrale de Lebesgue d'une fonction positive. Pour généraliser la définition de l'intégrale de Lebesgue à une fonction de signe quelconque, puis à une fonction à valeur dans C. Et enfin, on va comparer l'intégrale au sens de Lebesgue avec les intégrales classiques de type Riemann et intégrale généralisée. D'abord, c'est quoi un ensemble mesurable? On rappelle les notations suivantes. Si E est un ensemble quelconque, on va noter P de E, l'ensemble des parties de E, c'est l'ensemble de sous-ensembles de E. Si A et B sont deux parties de E, donc A et B appartiennent à P de E, alors on appelle les opérations fondamentales ensemblistes suivantes, en particulier l'intersection de A avec B, c'est A inter B, l'union A union B, le complémentaire de A dans E, on va la noter AC, qui est égal E moins A, et le produit cartésien A fois B, c'est égal l'ensemble du couple AB avec A dans l'ordre appartient à A et B appartient à B. On appelle fonction indicatrice ou caractéristique d'un ensemble A, qu'on note 1 de A ou parfois qui de A. C'est la fonction donnée par 1 de A de x qui est égal à 1 si x appartient à A, 0 si x n'appartient pas à A. Donc si A est un ensemble quelconque, la fonction indicatrice de A, elle vaut 1 ici, elle vaut 0 à l'extérieur. Cette fonction indicatrice a les propriétés suivantes. On peut vérifier que 1 de A inter B est égal à 1 de A fois 1 de B. Donc, la fonction indicatrice de l'intersection est égale produit des fonctions indicatrices. La fonction indicatrice de A union B est égale à 1 de A plus 1 de B moins le produit, 1 de A fois 1 de B. 1 de A complémentaire est égal à 1 moins 1 de A. La notion d'ensemble dénombrable sera fortement utilisée pendant ce cours. Qu'appelle-t-on un ensemble dénombrable? Un ensemble E est dit dénombrable s'il est fini ou s'il est en bijection avec N. Autrement dit, E est dit dénombrable si tous ces éléments peuvent être listés sans répétition par des entiers naturels. Exemple, donc N est dénombrable. Toute partie finie de N est aussi dénombrable. L'ensemble des entiers relatifs Z est aussi dénombrable. En effet, on peut lister les entiers relatifs de la façon suivante. Z est égal à 0, 1 moins 1, 2 moins 2, etc. Ou bien, il suffit de montrer que Z est en bijection avec N en considérant l'application phi suivante de Z à valeur dans N qui a P associé 2 fois P si P est un entier naturel et 2 fois moins P plus 1 si P est un entier relatif négatif. On va montrer que cette application phi est bijective. Pour montrer que phi est bijective, il suffit de montrer qu'elle est injective et surjective. Donc, montrons d'abord que phi est injective. Phi injective, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si phi de P est égal à phi de Q, alors nécessairement, on doit avoir P est égal à Q. Donc, soit P et Q tel que phi de P est égal à phi de Q, P et Q appartiennent à Z. Premier cas, si P et Q sont deux entiers naturels, donc P et Q appartiennent à N. Dans ce cas, phi de P est égal à phi de Q.
mais phi de P qui est égal 2 fois P, qui est égal phi de Q 2 fois Q. En simplifiant par 2, on va directement avoir P est égal à Q. Maintenant, si les P et Q sont les deux négatifs, même chose, phi de P est égal phi de Q, qui est égal 2 fois moins P plus 1, qui est égal à 2 fois moins Q plus 1. Et on obtient directement P est égal à Q. Le dernier cas, si l'un des deux est positif, le deuxième est négatif. Si par exemple P appartient à N et Q appartient à Z étoile moins. Dans ce cas, phi de P est égal à 2 fois P, qui est égal phi de Q, qui est égal 2 fois moins Q plus 1. Et donc, on va avoir 2P est égal 2 fois moins Q plus 1. Ça, c'est un anti-pair. Ça, c'est un anti-impair. Et ceci est impossible. Donc, on ne peut pas avoir P et Q tel que l'un positif et le deuxième négatif ayant la même image. Et donc, on conclut que quel que soit P et Q tel que phi de P est égal à phi de Q, alors P est égal à Q. Phi est donc injective. Montrons maintenant qu'elle est surjective. C'est-à-dire, quel que soit M appartenant à grand N, l'ensemble d'arrivée, il existe P qui appartient à l'ensemble de départ Z tel que phi de P est égal à M, ou M est égal à phi de P. M appartient à N, donc deux cas. Soit M est pair, soit M est impair. Le premier cas, si M est pair, c'est-à-dire M est égal 2 fois P, avec P appartient à grand N. Dans ce cas, clairement, M est égal phi de P. Si maintenant, M est impair, donc M s'écrit de la forme 2 fois P plus 1. Ou encore, M est égal 2 fois moins P plus 1, avec ici moins P est négatif, donc appartient à Z étoile moins. Et donc, on a facilement M est égal à phi de moins P. Et donc, on vient de montrer que quel que soit M, il existe donc, même on montre l'existence unicité, un seul P ici qui appartient à Z, tel que phi de P est égal à M. Ainsi, phi donc est bijective. Remarque, on peut montrer directement que phi est bijective en montrant que quel que soit M appartenant à grand N, il existe un seul P appartenant à Z, tel que phi de P est égal à M. Et comme on a montré que Z est en bijection avec N, donc Z est dénombrable. De même, on peut montrer que N au carré est dénombrable. N au carré, c'est l'ensemble des couples NM avec N appartient à grand N et M appartient à grand N. Et pour montrer que N carré est dénombrable, on montre que cette application phi est bijective. En général, une réunion finie ou dénombrable d'ensemble dénombrable ou un produit cartésien fini d'ensemble dénombrable est dénombrable. En particulier Q qui est isomorphe à Z croix N étoile, puisque un rationnel s'écrit de la forme P sur Q, avec P appartient à Z et Q appartient à N étoile, est dénombrable. Par contre, l'ensemble R ainsi que tout intervalle de R n'est pas dénombrable. On ne peut pas avoir une bijection entre R ou entre un intervalle quelconque de R avec grand N. Même chose, si on considère R moins Q n'est pas aussi dénombrable. C'est quoi un ensemble mesurable de R? Rappelons d'abord qu'un ensemble I dit un intervalle de R si il vérifie la propriété suivante. Donc, I est inclus dans R est un intervalle si quel que soit A appartenant à I, quel que soit B dans I, et quel que soit le réel lambda dans 0, 1, lambda fois A plus 1 moins lambda fois B appartenant à I. Autrement dit, I est un intervalle si seulement si I est un ensemble convexe de R. En fait, les intervalles sont les seuls ensembles convexes de R. On peut les classifier de la façon suivante. Il y a les intervalles ouverts de R qui sont de la forme de V de R sont des ouverts de R, moins l'infini A ouvert en A, AB ouvert en A et B plus infini ouvert en B. Il y a aussi les fermés qui sont les complémentaires des ouverts
des intervalles ouverts de R, donc de la forme le vide R, moins l'infini A, B et B, qui sont fermés en A et B. Mais il y a d'autres intervalles qui ne sont ni fermés ni ouverts de R, qui sont de la forme AB fermé en A, ouvert en B, ou AB ouvert en A et fermé en B. Ces intervalles sont dits semi-fermés ou aussi semi-ouverts de R. On va considérer maintenant grand B, qu'on la note aussi B de R, la plus petite famille au sens de l'inclusion de P de R, contenant les intervalles ouverts et qui vérifie les trois propriétés suivantes. Cette famille, elle contient l'ensemble vide, elle est stable par passage au complémentaire, c'est-à-dire si A appartient à BR, alors son complémentaire dans R appartient à BR, et elle doit être stable par réunion dénombrable, c'est-à-dire si N rond est un ensemble dénombrable, et si AN appartient à BR, quel que soit N appartenant à grand N, alors la réunion sur grand N de AN est aussi un élément de BR. Et donc, en particulier, cette famille, puisqu'elle contient le vide et elle est stable par passage complémentaire, elle contient donc le vide, elle contient R, elle contient tous les intervalles ouverts et donc tous les intervalles fermés de R, mais elle contient aussi les intervalles semi-ouverts. Pourquoi? Puisque comme B est stable par passage au complémentaire et stable par réunion dénombrable, donc B sera stable par intersection dénombrable. Et un intervalle semi-ouvert, par exemple, de la forme A, B, ça c'est l'intersection pour N appartenant à grand N, étoile, de l'ouvert A plus 1 sur N, B. Comme elle est stable par réunion dénombrable, et ça c'est un ouvert, donc c'est un élément de B, donc ça appartient aussi à BR. Et donc cette famille, elle contient tous les intervalles de R. La famille BR contient aussi tout ensemble fini de R, puisque quel que soit A appartenant à R, le singleton A, c'est exactement égal l'intervalle fermé AA. Comme elle contient les fermés, donc elle contient A. Et par conséquent, elle contient toute réunion dénombrable de réels, en particulier donc N appartient à BR. Q, qui est un ensemble dénombrable de R, donc appartient aussi à BR. R moins Q, qui est le complémentaire de Q, appartient aussi à BR. En général, si on a un ensemble E, toute famille B de P de E qui vérifie I, 2I, 3I s'appelle B sur E. C'est-à-dire si elle contient l'ensemble vide, si elle est stable par passage au complémentaire et si elle est stable par réunion dénombrable, alors B est une tribu sur E. Les éléments de B s'appellent ensemble mesurable de E. Et l'espace EB est appelé espace mesurable. Donc, un ensemble mesurable, c'est tout simplement un élément d'une tribu. L'attribut B qu'on vient de voir qui est égal B de R, qui est engendré par les intervalles ouverts de R, est appelé tribu borelienne. En général, si on a un espace topologique, l'attribut engendré par les ouverts de cet espace s'appelle tribu borelienne sur cet espace topologique. Comme autre exemple de tribu, on cite l'attribut grossier qui est formé par le vide et E, P de E qui est l'attribut discrète. Si A maintenant est un sous-ensemble de E, alors la famille formée par le vide A, bien sûr son complémentaire et E, est appelée tribu engendrée par l'ensemble A. De même, on peut définir l'attribut borélien qu'on note B de RD, c'est l'attribut engendré par les pavés de RD de la forme produit de I est égal à 1 AD, II, où II est un intervalle ouvert de R. Et donc, en particulier, cette tribu, elle contient donc le vide et elle contient tout produit II, I variant de 1 jusqu'à D, avec II, un intervalle quelconque, fermé, ouvert, borné, non borné. II est un intervalle quelconque de R. Dans la suite, on va travailler sur cette tribu borélienne de RD.
C'est quoi la mesure d'un ensemble mesurable? Soit B, une tribu sur un ensemble E. Une mesure sur B est une application mu de B à valeur dans l'intervalle 0 plus l'infini, fermé ici en plus l'infini, c'est-à-dire 0 plus l'infini, union plus l'infini ici. Vérifions les deux propriétés suivantes. Mesure de l'ensemble vide est égale à 0 et mu est stable par réunion d'innombrables, c'est-à-dire si AN est une suite d'innombrables d'ensembles mesurables de B 2 à 2 disjoints, vérifions donc AN inter AM est égal le vide quel que soit N différent de M. Alors on doit avoir mesure de cette réunion d'innombrables est égale la somme d'innombrables de mesures de AN. Exemple de mesure, si on considère la mesure discrète B est égal P de E, et si A appartient à P de E, on définit mesure de A comme étant égal le cardinal de A, qui est égal le nombre d'éléments de A si A est fini, plus l'infini si A est infini. Donc, mu, c'est bien une application de B à valeur dans 0 plus infini. Et on peut vérifier bien que c'est une mesure. En effet, mu de l'ensemble vide est égal, le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0. Maintenant, si on a une famille d'innombrables AN, pour n appartenant à grand N, une famille d'ensemble d'innombrables 2 à 2 disjoints, on sait bien que mu de la réunion de AN est égal donc le cardinal de la réunion de AN, et on sait d'après la propriété de cardinal que ça c'est égal la somme pour n appartenant à grand N de mu de AN, puisque les ensembles AN sont 2 à 2 disjoints. Cette mesure s'appelle mesure de comptage. Maintenant, si on fixe A appartenant à R, on peut définir la mesure dite de Dirac qui dépend de A, qu'on note mu A, qui définit par mu A de A est égal à 1 si A contient A, 0 sinon. On peut vérifier aussi que cette application est bien une mesure dite mesure de Dirac. Là, en particulier, la mesure de Lebesgue sur R. C'est quoi cette mesure? Si I est un intervalle AB de R, avec A et B quelconque, c'est-à-dire A supérieur ou égal à moins l'infini, inférieur ou égal à B, inférieur ou égal à plus l'infini. Autrement dit, A et B peuvent être égales à l'infini. On définit mesure de I comme étant égal à B moins 1 si A et B dans R plus l'infini sinon. Et donc, on peut généraliser ça en disant que mu de I est égal à B moins 1 avec la convention plus l'infini avec moins 1 est égal à plus l'infini moins l'infini est égal à plus l'infini. On admet qu'il existe une unique mesure définie sur l'attribut de Borel BR à valeur dans R plus bar. Vérifiant mu de I si I est égal à un intervalle AB est égal à B moins 1. Cette mesure, dite mesure de Lebesgue sur R. Bien sûr, elle vérifie en particulier mesure de l'ensemble vide est égal à 0. Mesure de, par exemple, A ici plus l'infini est égal à plus l'infini. Si on considère un singleton, mesure d'un singleton A est égal à mesure de intervalle fermé AA, et ça c'est égal à A moins 1 est égal à 0. Ici on doit calculer mesure de N. On rappelle que N est la réunion d'innombrables disjointes de singleton N. Et donc, comme mu est une mesure, mu de n donc serait la somme de n appartenant à grand N, mu de n, mais ça c'est égal à 0, donc est égal à 0. Et donc en particulier, mu de n est égal à 0. On peut vérifier que mu d'un ensemble d'innombrables A est égal à 0, quel que soit A d'innombrables. En particulier, on va avoir mesure de Q est égal à 0. Maintenant, dans le cas général, si A est un pavé de RD, donc A c'est un produit AIBI de RD, on définit mu de A comme étant le produit de I est égal à A ADBI moins AI. Donc c'est le produit de I mesure de Lebesgue sur R de AIBI. Et on admet aussi le résultat suivant. Il existe une et une seule mesure sur le borélien de RD, telle que la mesure de tout pavé A qui est égal au produit de I est égal à AD AIBI. Elle est égale au produit de I est égal à AD, BI moins AI.
Je rappelle ici que les AI, BI appartiennent à R bar. Cette mesure s'appelle mesure de Lebesgue sur RD. En particulier, si je calcule par exemple sur R2, mesure de 0 par exemple, croix 1, 2, c'est égal à mesure de singleton 0 fois mesure de 1, 2, c'est égal à 0 fois 2 moins 1 est égal à 0. Par exemple, si on calcule mesure de le singleton 1, croix R. Même chose, ça c'est égal à mesure de singleton 1 qui est égal à 0 fois mesure de R qui est l'infini, mais 0 fois l'infini par convention, on va le prendre est égal à 0. Donc ça c'est égal à 0. Supposons qu'on a une mesure mu, par exemple, définie sur BRD à valeur dans R plus bar. Un ensemble B de RD, c'est-à-dire un ensemble qui n'est pas forcément mesurable de RD, est dit mu négligeable si tout simplement il est inclus dans l'ensemble mesurable A de mesure nulle. Donc B de RD est dit mu négligeable s'il existe un ensemble mesurable A contenant B tel que mu de A est égal à 0. Exemple d'ensemble négligeable, si on considère par exemple la mesure de Lebesgue sur R, on a vu que mu de N est égal à mu de Z est égal à mu de Q est égal à 0. Ce sont des ensembles mesurables ici, dont la mesure est égale à 0 puisqu'ils sont dénombrables. Et donc ces trois ensembles sont négligeables dans R. R n'est pas négligeable dans R, puisque mu de R est égal à plus infini, mais si on considère R croix par exemple le singleton A, on a vu que mesure de cet ensemble est égale plus l'infini fois 0 est égal à 0, et donc R croix A est négligeable dans R2. Toute droite de R2 est négligeable dans R2. C'est quoi la notion presque partout? On dit qu'une propriété dépendante d'un paramètre x qui appartient à un ensemble oméga est vraie presque partout. En abrégé, on écrit PP. Si elle est vraie pour tout x appartenant à oméga moins A, où A est inclus dans RD, est un ensemble négligeable. Exemple, si on considère l'application qui a x associé partie entière de x, cette application elle est contenue sur R moins Z, et comme Z est un ensemble négligeable, donc cette application est presque partout contenue. Donc l'application partie entière est presque partout contenue sur R. Si je considère la suite de fonctions fn donnée par fn de x est égal à x à la n, cette suite converge simplement vers l'application nulle sur le 0 semi-ouvert 1, et donc elle converge presque partout sur le fermé 0,1 puisqu'elle converge vers 0 sauf en A et le singleton A est un ensemble négligeable. Et donc cette suite de fonctions converge simplement presque partout sur 0,1 vers la fonction nulle. On parle de l'intégrale de Riemann d'une fonction contenue ou contenue par morceau. Pour l'intégrale de Lebesgue, on va intégrer une fonction dite mesurable. C'est quoi une fonction mesurable? Dans toute la suite, mu désigne la mesure de Lebesgue de RD. Une fonction f maintenant entre deux espaces topologiques E et grand F est dite contenue si l'image réciproque de tout ouvert de l'ensemble d'arrivée grand F est un ouvert de l'ensemble de départ E. Maintenant, on considère f une fonction de RD à valeur dans R bar. Donc f est une fonction de RD munie de sa tribu borelienne B de RD à valeur dans R ou R bar munie de la tribu borelienne B de R. La fonction f est dite mesurable si l'image réciproque de tout ensemble mesurable de R est un ensemble mesurable de RD. Autrement dit, quel que soit A appartenant à B de R, alors f-1 de A appartient à B de RD. Exemple d'une fonction mesurable, considérons f la fonction indicatrice de l'ensemble Q. Donc f de x est égal à si x est un rationnel, 0 si x
est un irrationnel. Pour montrer que f est mesurable, on va montrer que l'image réciproque de tout ensemble mesurable de R, donc si A appartient à B de R, ici on est dans le cas où D est égal à A, alors f moins 1 de A est aussi un ensemble mesurable de R. Et donc on va calculer f moins 1 de cet ensemble mesurable A. L'image réciproque par f de l'ensemble A dépend de l'appartenance de A et de 0 à cet ensemble A. En particulier, il est égal à Q, l'ensemble Q, si le A appartient à A et 0 n'appartient pas à A. Il est égal à R moins Q si, inversement, 0 appartient à A et 1 n'appartient pas à A. Si maintenant A ne contient ni 0 ni 1, f moins 1 de A est égal à l'ensemble vide. Et enfin, si les deux appartiennent à A, f moins 1 de A, si tout l'ensemble est R. Et donc, dans les quatre cas, f moins 1 de A est un ensemble mesurable de R. Par conséquent, f est une fonction mesurable. En général, si oméga est un ensemble mesurable, donc appartient à B de RD, alors la fonction indicatrice de oméga, on montre de la même façon que cette fonction est une fonction mesurable. On admet que toute fonction contenue est mesurable, mais attention, la réciproque n'est pas toujours vraie. La fonction, par exemple, 1 de Q, elle est mesurable, mais elle n'est pas contenue. Si maintenant f et g, deux fonctions de RD à valeur dans R bar mesurable, ici lambda est un réel quelconque, alors les fonctions lambda f, valeur absolue de f, la somme f plus g si cette somme est définie, le produit f fois g, sup de f et g, l'inf de f et g sont aussi mesurables. On admet aussi que la limite simple d'une suite de fonctions mesurables est une fonction mesurable, c'est-à-dire si f est une suite de fonctions mesurables qui convergent simplement vers f, c'est-à-dire elle vérifie fn de x tend vers f de x lorsque n tend vers plus infini pour tout x dans Rd, alors cette fonction limite est aussi mesurable. Remarquons que dans toute la suite, on suppose que toutes les fonctions qu'on va utiliser sont mesurables. Donc, on ne va pas demander de vérifier si une fonction f est mesurable ou non. On admet qu'elle est mesurable. C'est quoi une fonction étagée? On a vu que pour définir l'intégrale au sens de Riemann, on a utilisé les fonctions dites en escalier ou les fonctions constantes par morceau sur l'intervalle d'intégration AB. Ce sont des fonctions qui prennent un nombre fini de valeurs qui sont f de alpha 0, f de alpha 1, f de alpha n-1 sur AB. En général, une fonction mesurable f définie sur Rd ou sur un ensemble mesurable oméga à valeur dans R est dite étagée si elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Exemple, voici un exemple simple d'une fonction étagée, f ici définie de R à valeur dans R, qui prend les valeurs finies seulement A0, A1 et A2. Donc, f vaut A0 sur les deux intervalles I0 et I tilde 0, A1 sur l'intervalle I1 et A2 sur l'intervalle I2. On peut écrire facilement f sous la forme A0 fois la fonction indicatrice I0 plus la même valeur A0 fois la fonction indicatrice I tilde 0 plus A1 fois la fonction indicatrice I1 plus A2 fois la fonction indicatrice de I2. Ou tout simplement, f ici A0 sur la fonction indicatrice de la réunion I0 union I tilde 0 plus A1 fois la fonction indicatrice I1 plus A2 fois la fonction indicatrice de I2. Donc, on peut écrire f en fait d'une infinité de façons comme étant la somme de AI fois la fonction indicatrice des intervalles AI, mais d'une seule façon de la forme la somme de i égale à n AI fois la fonction indicatrice AI si on impose que les AI soient distinctes et les parties AI soient disjointes 2 à 2. Donc, toute fonction mesurable s'écrit d'une façon unique sous la forme f est égale à la somme de i égale à n AI fois la fonction indicatrice de AI
où les AI sont les valeurs de la fonction qui sont finies, si on suppose que ces valeurs sont distinctes, et AI, c'est l'image réciproque de ces valeurs finies, f-1 de AI, qui sont des ensembles mesurables de RD ou bien de oméga 2 à 2 disjoints. Un autre exemple de fonction étagée, par exemple la fonction indicatrice de l'ensemble Q. F est étagée sur R puisqu'elle prend seulement les deux valeurs 1 sur Q et 0 sur R moins Q. Et donc F, on peut l'écrire comme étant égal à 1 fois la fonction indicatrice de Q plus 0 fois la fonction indicatrice de R moins Q. Si on considère par exemple l'exemple qu'on a vu précédemment, f de x qui vaut 1 sur les rationnels moins 1 sur les irrationnels, cette fonction f est définie sur 0, 1 et elle est étagée sur cet intervalle puisque f s'écrit sous la forme 1 fois ici la fonction indicatrice de 0, 1 inter q, c'est-à-dire sur les rationnels de 0, 1, plus ou moins 1 fois la fonction indicatrice de 0, 1 moins q. Remarquons que en fait, l'ensemble des fonctions étagées sur RD ou bien sûr un ensemble mesurable de RD est un espace vectoriel. On peut vérifier que l'ensemble de deux fonctions étagées est une fonction étagée et le produit d'une fonction étagée par R réel reste une fonction étagée. On peut montrer que toute fonction positive mesurable f est limite simple d'une suite croissante de fonctions positives étagées. En effet, on pourra vérifier que si f est mesurable positive, alors f est limite de cette suite de fonctions fn, où fn est définie sur Rd par fn de x est égal k sur 2 à la puissance n, si k sur 2 à la puissance n inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à k plus 1 sur 2 à la puissance n, n si f de x est strictement supérieur à n. On va se servir de cette suite de fonctions pour définir l'intégrale d'une fonction positive mesurable quelconque. Mais avant ça, on va définir l'intégrale d'une fonction positive étagée.